Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont voici les principaux faits. Logement sera ma priorité, a annoncé le président de la République lors d'une interview qu'il nous a accordée ce week-end. Et dans l'actualité internationale, un sommet international pour sauver les océans, c'était aux Nations Unies. Voilà donc pour le titre. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une interview qu'il nous a accordée ce week-end abordé des questions qui figurent parmi les plus importantes préoccupations des Djiboutiens. Il s'agit notamment de l'emploi et du droit de chaque citoyen au logement. Nous écoutons les réponses du chef de l'État. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une interview abordé des questions qui figurent parmi les plus importantes préoccupations des Djiboutiens. Il s'agit de l'emploi et du droit de chaque citoyen au logement. À cet effet, le numéro 1 djiboutien a tout d'abord rappelé les engagements pris devant le peuple lors de la dernière campagne électorale, selon lesquels les 5 prochaines années seront consacrées à l'emploi et au logement. Le président a affirmé que compte tenu du droit de chaque citoyen d'avoir un logement, des moyens dont les Djiboutiens disposent. Nous avons pu remarquer l'existence de besoins spécifiques de chacune des différentes catégories sociales, raison pour laquelle nous allons élaborer des projets de construction de 10 000 logements et 20 000 logements au coût très élevé. Il a fallu ensuite trouver des moyens pour financer ces projets. Un premier prêt a permis le lancement de 540 premiers logements en cours de construction. Nous avons par la suite fait appel à des banques arabes et à la Chine qui vont respectivement financer 2 000 et 10 000 logements. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a également affirmé que le gouvernement a engagé des négociations avec le Maroc pour un projet de construction de 5 000 logements. L'ensemble de ces logements sont destinés aux Djiboutiens, pouvant supporter un loyer allant de 15 à 40 000 francs djiboutis. En ce qui concerne les Djiboutiens qui ne rentrent pas dans ce cadre, à savoir les handicapés, les orphelins, les travailleurs et les femmes n'ayant pas un revenu permanent, il relève de notre responsabilité pour leur donner un foyer. Pour relever ce défi, à chacun d'entre nous de mettre la main dans la poche pour accomplir cette noble mission. Car selon le chef de l'État, il s'agit de prouver notre attachement à la solidarité. Ainsi, chacun d'entre nous d'apporter son gain de contribution en donnant des matériaux de liquide, en participant à la construction de logements de nos concitoyens. Sans oublier que le gouvernement djiboutien est disposé à assumer la part de responsabilité qui lui incombe. Toutes ces raisons m'ont poussé à m'engager personnellement et lancer l'idée de la création d'une formation de bienfaisance intitulée « Fondation droit au logement ». J'appelle l'ensemble du peuple djiboutien d'assumer chacun sa part de responsabilité pour faire disparaître la cabane de notre paysage urbain sans aucune aide extérieure. Il appartient aux médias d'entreprendre à la sensibilisation nécessaire qui va contribuer à la réalisation de ce projet. Et poursuivant son interview avec notre collègue Mohamed Daher, le chef de l'État a indiqué que ces questions seront au cœur de son mandat. Il a également appelé à la solidarité et à la générosité de tous les Djiboutiens. On écoute le chef de l'État. waxaan geynay ministère de l'intérieur koontiyadii waan fureynaa bishan imika ayaamaan toddobaadkan haddii alla yidhaah. Répondant à la deuxième question de savoir que faire pour pérenniser cette fondation, le chef de l'État a déclaré que le statut et l'organigramme de la fondation ont été créés. Elle sera bientôt légalisée par le ministère de l'Intérieur. Et dès la semaine prochaine, la Fondation ouvrira des comptes bancaires qui lui permettront de recueillir les différents dons et prouver ainsi que les Djiboutiens sont capables, et j'en suis persuadé, de venir en aide à ceux d'entre nous qui connaissent des difficultés. Et en ce qui concerne le comité directeur de la Fondation, le président de la République a précisé qu'elle sera composée des membres réputés pour leur intégralité morale. Le président Guelleh s'est ensuite exprimé sur le profil du futur bénéficiaire,
en affirmant qu'il sera procédé à des études qui le détermineront et qui nous permettront d'éviter d'éventuelles erreurs qui seront au fur et à mesure corrigées. Toujours en nouvelle nationale, le ministre du Commerce Hassan Mohamed Ibrahim a reçu hier dans son cabinet le secrétaire général du marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre, autrement dit le secrétaire général du COMESA, Sindizo Ngwenya. L'entretien a porté notamment sur le prochain sommet du COMESA qui aura lieu à Antananarivo, la capitale malgache. Le ministre du Commerce a remis au secrétaire général lors de cette réunion un cadeau de bienvenue en République de Djibouti. Et cette réunion a vu la participation, bien sûr, du ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelradel Moussa Halem, et du directeur du commerce et de la normalisation, Ali Daoud. Et par la suite, ce fut au tour du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, de recevoir à son tour le secrétaire général du marché commun des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le secrétaire général du COMESA, Sindizo Ngwenya. L'entretien entre les deux hommes a porté sur plusieurs sujets importants concernant l'économie et les finances des pays membres de la COMESA. Et cette réunion a vu la participation du ministre délégué au commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, ainsi que du directeur du commerce de la normalisation, Ali Daoud, et côté de la délégation, des importantes délégations et proches collaborateurs accompagnant le secrétaire général de la COMESA, Sindizo Ngwenya. Et poursuivant sa tournée et ses rencontres avec les hauts responsables du pays, le secrétaire général de la COMESA, Sindizo Ngwenya, a été reçu par la suite par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué. Le ministre l'a reçu hier dans son cabinet. Et la réunion a vu la participation du ministre délégué au commerce, Ahmed Ibrahim, et bien sûr du directeur du commerce et de la normalisation, Ali Daoud. L'entretien a essentiellement porté sur l'organisation et la tenue prochaine du sommet de la COMESA qui se tiendra très prochainement à Antananarivo, à Madagascar. Toujours au niveau national, le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, dans son cabinet. Plusieurs points importants ont été soulevés durant cette rencontre, notamment des questions ayant trait à l'amélioration du domaine de l'emploi et du travail à Djibouti et de la coopération des États-Unis d'Amérique à ce sujet. L'entrevue a vu la participation des proches collaborateurs du ministre et du diplomate américain. Et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'Union des associations de football arabe, l'UAFA, a organisé un dîner de gala au Djibouti Palace Kempinski. C'était hier soir pour les équipes championnes nationales de la région qui ont participé au premier tour de la Coupe arabe des clubs Zone Afrique 2016-2017. Le tournoi régional arabe de football, il s'agit en l'occurrence de l'équipe championne des Comores, le Volcané, l'équipe championne de la Somalie, Dekabaha et l'équipe championne de Djibouti, Djibouti Telecom. La cérémonie d'ouverture de cette soirée était animée par des danses traditionnelles nationales en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du président de la commission d'organisation de ce tournoi, Abdirani Saïd, et le président de la fédération djiboutienne de football, Suleiman Waberi, ainsi que des présidents des équipes engagées dans ces tournois.
la cérémonie de clôture, de remise des récompenses et le dîner offert par l'Union des sports arabes s'est clôturé par les échanges de cadeaux et remise de trophées aux différentes formations championnes de la région ainsi que des photos des familles des différentes équipes. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a remercié l'Union des associations de football arabe pour ce dîner et a félicité les différentes équipes championnes. On l'écoute. Moins d'un mois après la tenue du tournoi régional de handball organisé à Djibouti, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer ce soir à cette réception organisée par l'Union arabe de football association. Aussi, je voudrais, au nom du gouvernement de Djibouti et en mon nom personnel, dire à nos invités, soyez les bienvenus, mes chers frères en République de Djibouti, terre arabe et africaine, connue pour son hospitalité légendaire et sa solidarité avec les pays amis, notamment ses frères arabes et africains. Vous êtes donc chez vous, ici, et je vous souhaite, Inch'Allah, un excellent séjour parmi nous. Je souhaite par ailleurs que le tournoi en cours puisse se dérouler et se clôturer dans les meilleures conditions et surtout dans le meilleur esprit sportif. Je remercie ici le président de l'organisation, M. Abdou Khani, qui est un ami de longue date, pour avoir choisi encore une fois la République de Djibouti dans l'organisation de ce tournoi. Cela démontre, en effet, Monsieur le Président, votre confiance en la capacité pour notre fédération nationale de pouvoir relever les défis, et je ne peux donc qu'en réjouir. Je voudrais enfin féliciter la Fédération djiboutienne de football et tous ses amis dirigeants de cette organisation, dont son président, pour tous les efforts inlassables consentis en faveur du football de notre pays. Je ne vais pas arrêter mon discours et clôturer mon discours sans souhaiter bonne chance à tout le monde, même si quelque part mon cœur va un peu battre du côté de... Alors, vive la solidarité arabo-africaine, vive le football, vive la République de Djibouti et vive le président de la République. Merci. Actualité nationale toujours, l'association La Voix des jeunes femmes d'Obok a organisé une cérémonie de distribution des kits scolaires et habits pour des jeunes collégiens issus des écoles rurales et à d'autres jeunes des milieux modestes. Fidèle à ses objectifs et à ses engagements, l'association La Voix des jeunes femmes d'Obok, présidée par Khadiga Ibrahim Idriss, s'est aussi donné le devoir d'encadrer et d'accompagner la jeunesse dans sa formation et son développement en apportant sa contribution à l'accompagnement dans leur vie d'éducation pour cette année scolaire 2016-2017. La cérémonie a eu lieu au conseil régional d'Obok en présence du préfet de la région Hassan Dabelé, du président par intérim du conseil régional Kamil Hamad, ainsi que des proches collaborateurs du secrétaire d'État à la jeunesse au sport Hassan Mohamed Kamil. En tout, ce sont quelques 200 élèves qui ont pu bénéficier de ces kits scolaires. L'esprit de cette association est ouvert pour tout autre partenariat qui mettra en valeur le rôle des maires dans la région de Hayou. Les organisatrices tiennent à remercier plus particulièrement le président de la République qui œuvre sans relâche pour la jeunesse djiboutienne, mais aussi la première dame Khadra Mohamed Haïd qui lutte contre la pauvreté, la faim et l'ignorance. La faim et l'ignorance. Je remercie sincèrement la primature, son excellence M. Abdelkader Mohamed Kamil, qui ont pensé à cette jeunesse dans le besoin et qui nous ont fait appel. Nous vous assurons que la voix des jeunes femmes d'Obok fera plus prochainement, car la dimension de la solidarité et d'entraide doit être la clé de voûte pour favoriser à nos enfants l'acquisition ou le développement des savoirs, connaissances, habilités, attitudes, suivant toute la voie de l'hospitalité. C'est toujours à l'honneur de la mère qui, souvent, pleure, attristée de plus en plus de cet enfant qui n'a pas pu aller à la source de l'avenir, que cette action a son appel, de revoir nos valeurs afin de soutenir l'esprit éducatif et qu'aucun de nos progénitures reste encore à la maison, car ensemble, tout est possible.
Et toujours dans la région de Bok, l'association La Voix des jeunes femmes de Bok a octroyé également un don de produits d'hygiène, désinfectants et d'eau minérale au centre médico-hospitalier de Bok au profit des patients malades. Lors de cette distribution était présent le président par intérim du conseil régional, Kamil Hamad Ahmed, le coordinateur de la société civile de Bok, différents responsables du ministère de la Santé et le président par intérim qui a félicité l'association La Voix des jeunes femmes de Bok pour ce geste fort honorable. C'est une question de solidarité, vraiment, et je pense que les autres aussi vont suivre la même voie. Aider les gens qui sont sinistrés et qui ont beaucoup de difficultés pour mener une lutte efficace contre les diarrhées profuses qui actuellement se déroulent dans cette région. Et j'espère, en parlant au nom de mon ministère et au nom de l'équipe qui mène cette tâche difficile mais bienfaisante, nous remercions l'association, encore une fois, de nous avoir apporté cette aide qui, comme je le pense, nous servira beaucoup à intervenir, surtout sur le terrain, lors des périodes de sensibilisation et de désinfection des stockages de récipients à domicile. Restons toujours dans le domaine de la santé avec une nouveauté dans notre pays sur le plan médical mise sur pied par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit de la scolioscopie. Alors qu'est-ce que la scolioscopie et à quoi sert-elle? Des réponses dans ce reportage. À l'hôpital d'Arta, on vient tout juste de mettre sur pied l'appareil chirurgical, la colonne de cœlioscopie, qui vient renforcer le bloc opératoire. Un appareil qui fait le bonheur du docteur Silaï, chirurgien expérimenté qui nous présente ces nouveaux bijoux technologiques. Le plus important, il s'agit de ceci, de la caméra, qui va nous permettre d'introduire une caméra à l'intérieur de l'abdomen. Elle va gonfler grâce à du CO2, gonfler pour avoir assez d'espace pour opérer sans ouvrir le ventre du patient. À travers ce trocard, on va introduire les instruments avec lesquels on opère. Avant l'acquisition de cet appareil, Dr Silla effectuait ses opérations de façon classique, c'est-à-dire en disséquant le corps. Avec la colonne de cœlioscopie, la donne va changer pour nombre d'opérations chirurgicales. Les calculs de la vésicule biliaire qu'on peut enlever en faisant peut-être un maximum de 3 cm, une incision de 3 cm, là où avec la chirurgie classique on faisait une plus grande incision qui peut aller jusqu'à 5-7 cm avec des muscles qui sont coupés. Donc, plus de douleur, beaucoup plus douloureuse. Le patient, en tout cas, pourra retrouver son travail beaucoup plus rapidement. On pourra faire de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire avec le minimum de douleur, avec un rétablissement plus rapide, avec le minimum de réalisation et surtout, le plus important, un rétablissement beaucoup plus rapide. Des prestations médicales de qualité pour les assurés. Avec cette colonne de cœlioscopie, on pourra effectuer toutes les opérations chirurgicales au niveau du ventre et de l'abdomen, mais également on pourra opérer des kystes des ovaires. Cette nouvelle technologie vient de renforcer le bloc chirurgical qui s'est récemment équipé, comme ici, d'appareils de pointe pour la chirurgie des maladies des yeux avec le spécialiste Dr Abdelaziz. La fierté du bloc opératoire de l'hôpital d'Arta est sans nul doute l'unité d'urologie, où l'on réalise depuis plus d'1 an des opérations à l'aide du laser et par voie endoscopique. Des investissements pour faire de cette structure hospitalière un pôle médical spécial et de référence, non seulement au niveau national, mais également régional. Toujours en nouvelle nationale, 3 navires de force navale japonaises ont accosté ce matin au port de Djibouti en présence de l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Tatsuo Arai. Ces 3 navires transportent au total 190 membres de forces d'autodéfense du Japon.
Ces navires, rappelons-le, sont des bâtiments d'école où sont formées les forces navales japonaises, sachant qu'une force d'autodéfense du Japon est stationnée à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Ces bateaux seront accostés pendant une durée de 3 jours. Et cette cérémonie a vu la participation du commandant de la marine djiboutienne, le colonel Abdurrahman Adelcher. Certes, amical, mais surtout marine. Et les jeunes qui sont là, plus de 190, ce seront les futurs décideurs. Donc je leur démontre que le Japon, la marine japonaise et la marine djiboutienne sont très liés dans la lutte contre la piraterie, mais aussi dans leur coopération. Et je leur ai bien dit que ce sont les hommes qui rapprochent les pays. La géographie ne change pas. Et ils ont bien compris. Et de là, nous passons à l'actualité internationale en Slovaquie. Premier sommet européen post-Brexit à Bratislava. Les dirigeants de l'Union se réunissent en sommet informel sans le Royaume-Uni pour lancer le chantier de l'après-Brexit. De circonstances, l'euroscepticisme, la sécurité et la crise migratoire seront les principaux sujets de travail. L'Europe politique et économique est-elle ébranlée par le Brexit? Surtout pas, clament haut et fort ses dirigeants. Le processus concret de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne devrait pas commencer avant 2017. Mais en attendant, il ne faudrait pas que d'autres pays s'inspirent du choix britannique. Les questions de la relance économique et de la crise migratoire divisent énormément les pays membres de l'Union européenne. À Bratislava, l'Union européenne fait sa rentrée avec la gueule de bois. Barack Obama a appelé à une mobilisation internationale vigoureuse et rapide en faveur des océans confrontés à de nouvelles menaces, annonçant la création d'une réserve naturelle dans l'Atlantique pour protéger espèces et écosystèmes menacés. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a à peu près 8 ans de cela, le président américain Obama a davantage protégé d'espace sur terre et en mer qu'aucun de ses prédécesseurs. Il a pour ce faire eu recours à l'Antiquité Act, loi signée en 1906 par Theodore Roosevelt, ardent défenseur de la protection des ressources naturelles. La nouvelle réserve annoncée, située au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, est la première créée dans l'Atlantique par un président américain. Elle s'étendra sur quelques 12 700 km² et permettra en particulier de protéger plusieurs espèces de baleines et de tortues de mer ainsi que de coraux en eau profonde selon la Maison-Blanche. À l'occasion de ce sommet sur les océans, le Royaume-Uni a de son côté annoncé son intention de doubler dans ses territoires d'outre-mer la superficie des aires marines protégées pour que leur total atteigne quelques 4 millions de km². Les îles de Pitcairn au Pacifique, Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud et de l'Ascension dans l'Atlantique figurent parmi les territoires. Et enfin, concernant les élections présidentielle américaine, Hillary Clinton de retour dans la course après 4 jours de pause. L'épisode de la pneumonie est clos et après 4 jours d'arrêt, Hillary Clinton est repartie sur les routes pour la campagne présidentielle. À moins de 2 mois du scrutin, la candidate démocrate a mis le cap sur la Caroline du Nord. Son équipe de campagne pense que cette pause a donné le temps à Clinton de peaufiner l'argument décisif qu'elle présentera aux électeurs dans cette dernière ligne droite. Cet argument, c'est que seule Hillary Clinton se soucie des familles de la classe ouvrière et des politiques qui favorisent l'équité et des opportunités pour tous. La Caroline du Nord, qui est devenue un État tout aussi déterminant pour la victoire que l'Ohio ou la Floride, représente l'audience idéale, avec beaucoup de cols bleus et des minorités importantes. Clinton a bon espoir que ses électeurs se soucient davantage des questions du quotidien que des bulletins de santé des candidats et espère les dissuader de se tourner vers Donald Trump. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Le focus de l'après-midi avec Idriss Adouita. Donc pour ce focus de l'après-midi avec Idriss Adouita, donc Idriss, dans ce focus, nous allons parler essentiellement de sport, notamment du championnat anglais. Chelsea et Liverpool, 2 clubs convalescents ambitieux qui se retrouvent. Oui, bien dit, c'est 2 clubs convalescents. La 5e journée des Premier League débute ce soir par un alléchant Chelsea-Liverpool. Les 2 clubs ont un passé glorieux. Ils ont échoué la saison dernière dans les ventres mous du classement. Hors des questions de rater les bons wagons cette année. Pas habitués à passer les soirs des Ligues des Champions ou Ligue Europa sur leur canapé, les Blues et les Reds ont dû observer les performances de Manchester City, Arsenal, Leicester, Tottenham, Manchester United et Southampton avec la mâchoire serrée.
car à eux deux, Chelsea et Liverpool ont participé à 4 des 12 dernières finales des Ligues des Champions. Pire, il faut remonter à 1993 et 1994 pour trouver la dernière saison où aucun des deux clubs n'avait participé à une Coupe d'Europe. Respectivement 8e et 10e des Premières Ligues à l'issue de la saison dernière, Liverpool et Chelsea ont pu relever la tête. Alors qu'est-ce qui a permis à ces deux clubs de relever la tête cette année? C'est bien évidemment, je pense que c'est l'arrivée des deux grands entraîneurs de chaque côté. Conte, Klopp, duel entre hommes providentiels. Les observateurs attribuent largement l'amélioration des résultats à ces deux entraîneurs. Au sein du club londonien, l'arrivée d'Antonio Conte et les investissements durant le mercato, 135 millions d'euros dépensés ont permis de créer une nouvelle dynamique. Après 4 journées, les Blues comptent 3 victoires et 1 nul. Surtout, ils ont retrouvé l'efficacité offensive qui leur faisait défaut l'an passé. Diogo Costa 4 buts et Eden Hazard 2 buts symbolisent à eux seuls les retours en grâce de Chelsea. Sur le rive de la Mersey, c'est à Jürgen Klopp que tout le monde décerne les mérites de la bonne santé du club. Ils sont tout de même fragiles. On atteste la défaite contre Burnley des Euros lors de la 2e journée. Ces faux pas constituent d'ailleurs les seuls accrocs du bon début de saison de Liverpool, tombèrent d'Arsenal et de Leicester avec la manière. Alors tout pour le championnat cette saison alors? Bien sûr, comme ils ne participeront à aucune coupe européenne, ces deux clubs vont miser malgré une rude concurrence des deux clubs de Manchester et les Londoniens Arsenal et Tottenham sur le championnat. Les matchs de Stamford Bridge sont toujours spéciaux. À commenter cette semaine, Jürgen Klopp. Il n'y a pas besoin de remonter bien loin pour en avoir la preuve. Fin octobre 2015, Liverpool s'était imposé 3-1 sur la pelouse de Chelsea. Une rencontre à la fin de laquelle José Mourinho, encore coach des Blues, pour une poignée de semaines, répété inlassablement « Je n'ai rien à dire » aux questions de l'interview d'après-match. Mais contesque et tout autour ce soir, mais l'enjeu sera déjà détail, car privé d'Europe, Liverpool et Chelsea sont plus que jamais concentrés sur les championnats. C'est pourquoi ce duel entre convalescents promet d'être un choc d'intensité physique, tactique et technique, comme c'est si bien les produire la Première Ligue et comme on nous l'aimons aussi. Merci Idriss pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur la Une.